Moi, je prétends qu'il est illusoire puis aberrant de prétendre qu'on peut accepter une limite. J'aime beaucoup plus parler d'acceptation ou d'adaptation plutôt que d'acceptation d'une condition comme la mienne. Prétendre que je peux accepter de ne pas pouvoir marcher, c'est d'accepter une limite qui, à mon sens, ne tient pas. Pourquoi je devrais accepter ça? Je peux m'y adapter, par exemple. Quelle est la démarche à suivre là, pour une personne handicapée pour s'adapter à sa situation? Est-ce qu'il y a des réponses, une réponse générale à donner à ça? Je ne sais pas. J'aime peut-être mieux, moi, présenter ma propre démarche. Il y a d'abord un phénomène médical, qu'il faut des réponses médicales à un problème. Il y a des réponses psychologiques. Je pense qu'il y a un bouleversement rattaché à soit un accident, soit une maladie, peu importe. Il y a une démarche donc psychologique d'intégration de ces limites. Il y a une démarche sociale aussi. Ça peut prendre, en termes de temps, 1 an, 2 ans. Ça dépend des individus. Moi, ça m'a pris facilement 2 ans. Quelles sont les conditions de réadaptation des personnes handicapées? Actuellement au Québec, c'est une grosse question. Mais je vais essayer d'y répondre en faisant référence à une participation que j'ai eue l'année passée à un comité du CHU à Laval, de Laval. La condition de réadaptation au Québec suit d'assez près la condition du malade dans un hôpital. Et je la caricature un petit peu en disant, quand on rentre à l'hôpital, si on a un bras de cassé, le médecin ou le personnel de l'hôpital nous voit comme étant une personne qui a un bras de cassé. Mais ce qui est important, ce n'est pas la personne, c'est le bras qui est cassé. Alors, la dimension globale de la personne est encore, à mon avis, négligée. Et en particulier dans le cas des handicapés physiques, à mon sens, c'est fondamental de voir l'individu dans toute sa réalité. C'est pas juste des jambes qui ne marchent pas. C'est un cerveau avec lequel il peut avoir des problèmes. C'est une condition psychologique qui est perturbée. Bon, il faut le voir dans sa globalité. Mais c'est pas encore le cas. On s'en va vers ça, mais c'est encore très limité. André, quels sont les préjugés qu'on retrouve le plus souvent puis qui font le plus de dommages aux personnes handicapées? Au niveau de la population, d'abord. Je pense que le préjugé le plus subtil, qui échappe assez facilement, c'est le suivant. J'ai l'impression qu'on projette aux yeux des gens, de façon générale, une image d'imperfection. Et soit par de l'argent ou soit par des considérations sociales ou autres, on essaye d'effacer cette image d'imperfection qu'on projette. La réaction habituelle des gens, c'est de développer ce qu'on appelle un sentiment de pitié par rapport à ces gens-là. Mais je pense que cette pitié-là ou cette forme de pitié-là s'exprime surtout dans le sens que je viens de vous dire. Et au niveau de la famille? Au niveau de la famille, évidemment, là, il faut distinguer entre les familles, c'est-à-dire un enfant qui vient au monde avec des problèmes physiques et celui qui a des problèmes en cours de route. Par ailleurs, la réaction, dans un cas de celui qui naît avec une tare physique quelconque, la réaction de la famille est la même, mais s'échelonne sur une durée beaucoup plus longue. Il y a des éléments de surprotection rattachés à des éléments de culpabilité. La mère ou le père, ou même toute la famille, se sent responsable de la condition de l'individu et en conséquence veulent abrier ou camoufler ou se rendre moins coupables à l'intérieur d'eux-mêmes en donnant ou en faisant beaucoup, ce qu'on traduit en termes de surprotection. Ça, c'est la première réaction de la famille, donc une réaction de surprotection. Mais à partir du moment où l'individu a compris ou a accepté qu'il y a un certain nombre de choses à faire dans sa vie, il tient à son autonomie, il tient à son indépendance, et ce qui crée la dépendance, il essaye de s'en défaire. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des parents qui trouvent beaucoup de gratification à donner à l'enfant qui a un problème.
Mais la démarche à suivre est la même. C'est-à-dire qu'il faut que l'individu arrive à un niveau d'autonomie puis d'indépendance s'il veut s'occuper de lui-même. L'adaptation pour un handicapé, ça implique quoi? C'est quoi? L'adaptation, c'est une perception réaliste et constante de ses limites, mais surtout de ses potentiels. On vit au Québec, puis dans des endroits, dans un contexte médical. C'est-à-dire qu'on voit les choses qui ne fonctionnent pas. Quand on rencontre un individu à l'hôpital, même en psychologie, on voit ce qui ne marche pas, ce qui est pas correct. Mais on oublie trop souvent de voir les potentialités de l'individu. Alors non seulement le spécialiste qui s'adresse à l'autre voit dans l'autre les problèmes, mais l'individu aussi est tenté de voir ses limites. Mais il faut, je pense, regarder ce qui nous reste à faire, les possibilités qu'on a. Si je m'acharne à vouloir jouer au hockey, je me défais psychologiquement. Mais si je me dis quel est le sport qui m'intéresse ou que je peux faire compte tenu de mes limites, puis dans lequel j'ai du plaisir, c'est tout autre, l'autre côté de la médaille. Et je pense que l'individu adapté, c'est l'individu qui a compris ces réalités-là. C'est qu'il y a des limites, mais il y a aussi des potentialités, puis ces potentialités, il a envie de les exploiter. Et vous, personnellement, André, comment fonctionnez-vous face à votre handicap? Bien, j'espère que je fonctionne bien. Je pense être arrivé à une place dans ma vie où il y a un certain nombre de choses qui sont claires, comme le fait de ne pas être capable d'utiliser mes jambes. Mais il y a un certain nombre de choses aussi que je peux faire. Et je pense que j'arrive à gagner ma vie, à me récréer, à vivre. J'aime pas ça dire comme les autres, parce que je suis pas comme les autres. C'est-à-dire j'ai une équation personnelle, comme on a tous notre équation personnelle, mais j'essaie de développer ce que j'ai comme potentialité.